Alors Thierry, bonjour. Bonjour Steph. Merci de m'accueillir à nouveau ici au sein de l'Institut Inca Cusco. Avec plaisir et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'Inca Amazonia. Que peux-tu nous dire d'Inca Amazonia? Alors Inca Amazonia, ce sont une série de films que nous sommes en train de préparer avec Alain Bonnet. En fait, depuis une vingtaine d'années, on réalise des expéditions en forêt amazonienne sur les traces de la présence permanente des Incas en forêt, sur les traces de Paititi. Paititi, c'est la cité, le centre de population, de peuplement principal en forêt amazonienne. Un site que l'on cherche depuis 5 siècles. Et puis, c'est les premières années, jusqu'en 2009, on va dire, entre 1998 et 2009, on travaillait beaucoup avec des chaînes de télévision françaises ou étrangères. Et chaque fois, on ressortait un petit peu déçu et frustré de ces collaborations avec des chaînes de télé. Et notamment en 2009, quand on a travaillé avec TF1 pour reportage, ils devaient participer aux frais de l'expédition, et notamment la location de l'hélicoptère. Et finalement, ils n'ont pas respecté leurs engagements, ils ne nous ont filé que la moitié de ce qui était convenu. Et avec Alain, on s'est dit, encore une fois, on se fait avoir par les prods, et on va créer notre propre société de production. Et c'est comme ça que Jungle Dog Productions est né, en 2009, et Alain Bonnet est le gérant de cette société, dont l'objectif principal c'était de réaliser des images et des docus consacrés à nos recherches en forêt amazonienne. Depuis 20 ans, on a emmené à chaque fois des caméramans professionnels pour nous accompagner, ramener de l'image. On a des centaines d'heures d'images depuis 1998 et des choses absolument extraordinaires. Et donc on a eu en 2009 l'idée de faire une série, Inca Amazonia. Alors c'est un nom qu'on a nous-mêmes inventé, hein, Inca Amazonia, c'est-à-dire les Incas en Amazonie. Et on avait trouvé l'appellation assez belle. Et là on vient de terminer le premier épisode, le premier opus d'1h30 qui va présenter les recherches sur les traces de Paititi que l'on a réalisées entre 1998 et 2010. Il y aura ensuite un deuxième opus qui est pratiquement terminé, 2010-2014. Et puis le troisième opus, ce sera sur la campagne que l'on prépare actuellement sur la montagne Carrée, qui pourrait être la conclusion de ces recherches, non seulement des recherches de notre équipe, mais de 5 siècles de recherche de Paititi, puisqu'on est convaincu d'avoir localisé ce fameux site au sommet de la lagune de la montagne Carrée. Et donc, du 14 au 15 septembre 2019, Alain Bonnet et moi-même serons au festival, au salon par expérience, pour présenter le premier opus d'Inca Amazonia, le samedi 14, et le second opus, le dimanche 15, d'Inca Amazonia. Avec des images, encore une fois, fabuleuses. Je ne dis pas ça parce que ce sont les nôtres, mais on va montrer des sites archéologiques qui n'ont jamais été diffusés par aucune chaîne de télévision avant. À partir de 2009, on commence à pénétrer la vallée de l'Acoyavero, et on va trouver une trentaine de sites archéologiques extraordinaires, des forteresses, des petits centres agricoles, de petits centres cérémoniels, des nécropoles et des cités complètes. Au moins une quinzaine de cités perdues, peuplées de centaines d'édifices avec des rues, des places, etc. Toutes enfouies, noyées dans l'enfer vert, et qu'on a parfois un petit peu dégagé, mais c'est une tâche herculéenne, il faudrait que le ministère de la Culture s'en charge. Tous ces sites ont été naturellement répertoriés au ministère de la Culture, donc on a les preuves de toutes ces découvertes, on a même les noms indigènes, etc.
Et c'est ce que l'on a l'honneur, parce que pour moi c'est un grand honneur et un grand plaisir, de présenter ces sites tout au long d'un Camazonia 1 et tout au long d'un Camazonia 2. Et à travers ces expéditions, à travers un Camazonia 1, Camazonia 2, on va voir, on va expliquer, peut-être ce sera d'une manière plus visuelle qu'à travers les livres. Parce que les livres, c'est du texte. Là, on montre vraiment les images. Et ce sont des images d'archives qui montrent, depuis 98, tout le cheminement de mon équipe qui nous a conduits à présent à la Montagne Carrée. Et les spectateurs verront que ce n'était pas une coïncidence si on a localisé cette montagne, mais que c'est tout un cheminement. Et c'est plus de 20 expéditions en forêt amazonienne depuis une vingtaine d'années. Et donc, voilà. Et il y a des reconstitutions historiques. On a employé des acteurs pour faire certaines reconstitutions comme la capture d'Atahualpa, le paiement de la seconde rançon d'Atahualpa, la Koya qui va charger 20 000 lamas apprenant l'assassinat d'Atahualpa, des lamas qu'elle va diriger vers la forêt et vers Paititi pour cacher l'or des Incas, l'or de Cusco. Tout cela, on l'a reconstitué. Même mon arrestation, parce que j'ai eu des déboires avec des waqueros qui ont essayé de me faire des procès, qui ont essayé de me faire expulser du Pérou, etc. Et tout cela, on l'a reconstitué. On s'est assez amusé à le faire d'ailleurs. Mais tout est fidèle à la réalité. On montre également des documents officiels concernant les permis, les rapports finaux qui ont été approuvés par le ministère de la Culture. Les téléspectateurs et les spectateurs vont tout savoir, vont tout voir à travers cette série d'Incamazonia. D'accord. Et ce sont des équipes relativement lourdes. Quand vous faisiez ces expéditions, vous étiez relativement nombreux. C'était des équipes légères. Comment vous vous déplaciez Alors, en général, ce sont des équipes assez un petit peu lourdes, puisque on est parfois 15, 20, 25. En 2009, lorsqu'on a travaillé avec l'armée, on était jusqu'à 40. On avait également pour notre protection des militaires, puisqu'on avait eu un permis spécial pour aller dans la zone réservée du parc du Manu, et on craignait pour notre vie, puisqu'il y avait des non contactés, des Kukapakuris, c'est pour ça qu'on avait galéré pendant 2 ans avant d'avoir les permis, et on les a eus à l'usure. Et donc, pour éviter des problèmes, on avait une dizaine de militaires avec nous pour... évidemment, on aurait été attaqué par les Kukapakuris, les militaires n'auraient pas tiré dessus. C'était juste pour, comment dire, une défense psychologique. Et donc, en général, on se déplace quand on est une vingtaine, c'est des toiles de tente. On part pour 2, 3, 4 semaines, donc c'est beaucoup de nourriture. Donc il faut embaucher pas mal de porteurs. Et c'est toujours assez compliqué de se déplacer dans la forêt. Et généralement, c'est assez marrant parce que durant toutes ces expéditions, on n'a jamais atteint, ou très rarement atteint notre objectif. Mais on a toujours découvert des indices qui ont fait rebondir l'affaire jusqu'à nous conduire vers aujourd'hui ce que l'on pense être la localisation de Paititi. Et tu parlais donc de porteurs que tu as engagés. Ce sont aussi, alors je ne sais pas si le terme est juste, mais on va dire des autochtones, des tribus, on va dire contactées, contrairement à celles que tu disais être non contactées. Ce sont ces gens-là qui vous accompagnent? Alors en général, on essaye de travailler avec les populations locales pour qu'elles bénéficient d'une certaine manière de cette expédition. On les rémunère et généralement on les rémunère bien. À titre d'exemple, un Matsiganga de la communauté de Timpia est embauché par la compagnie gazière de la région, qui a pourtant énormément d'argent, 25 soles par jour.
qui est vraiment peu, sans nourriture. Nous, on les paye entre 60, 80 ou 100 soles par jour. Pourquoi cette différence? Parce que on cherche toujours à responsabiliser certains d'entre eux comme chefs de groupe pour leur donner de la bonne énergie, de l'initiative, etc. Généralement, avec les Matsigenga, on n'a jamais été déçus. C'est des types formidables. On a souvent été amené à recruter des paysans quechua dans la vallée de Laco ou dans le Madre de Dios. Et on a toujours traité les porteurs comme des amis, comme des frères. On n'a jamais fait de différence entre eux et nous. Ils mangent la même chose que nous. Ils mangent même les premiers. Nous, on mange toujours les derniers. Ils utilisent les mêmes toiles de tente que nous, le même matériel. On fait vraiment partie. On fait vraiment pas de différence. On fait une même famille. Et je pense que c'est aussi pour ça que généralement les personnes aiment bien travailler avec nous. Parce on a une super fraternité et je pense que c'est le secret. Ils voient que on cherche pas des trésors en or, on cherche des trésors de connaissances et que on n'est pas des gens tordus et voilà quoi. Et généralement ça se passe super bien. Il nous est arrivé d'avoir des problèmes humains dans ces expéditions, mais ça fait partie de l'histoire. Et c'est aussi ce que l'on raconte à travers un Camazonia. Est-ce qu'il est arrivé à un moment donné, parfois, que justement ces porteurs, ces membres de la famille, ne souhaitent pas se rendre à tel ou tel endroit par crainte ou par superstition? Est-ce qu'il est arrivé ce genre de choses? Oui, ça nous est arrivé, notamment en 2011, à partir de 2010. On commence à entendre parler de la part des Matsigenga vivant au sud du sanctuaire de Megantoni d'une mystérieuse montagne au sommet de laquelle se trouvaient beaucoup de ruines. Certains parlaient des ruines de Pantiacoya, c'est-à-dire Paititi. Et donc on a commencé en 2010 à se concentrer vers ce point chaud. Et on est même arrivé parfois à organiser 1 ou 2 expéditions ou 3 expéditions à l'année pour essayer de localiser le plus rapidement possible ce point chaud. Et en 2011, par exemple, on est parti avec un Matsigenga, Mathias, qui prétendait avoir vu les ruines. Et alors, il est même venu ici, il a donc pris la tête de l'expédition. Il faut toujours être humble, hein. C'est pas parce qu'on est président de l'Institut Incaré, etc., qu'il faut être le chef dans un groupe, faut connaître ses limites et donc laisser la gouvernance d'une expédition à ceux qui connaissent la région. Et donc Mathias prenait la tête et on lui faisait confiance. Il nous a conduits par là, dans tous les sens, sauf vers cette région. Et on a galéré pendant 2-3 semaines. Il y a des porteurs qui nous ont abandonnés. Et même mes collaborateurs de l'époque, de l'Institut Inkari, se sont rendus, ont baissé les armes et ils m'ont même trahi quelques semaines après. Et ça a été un clash en 2011 de l'Institut Inkari. Et on a dû se séparer d'eux dans des conditions que l'on explique dans le second opus d'un Amazonia. Et donc des problèmes humains, etc., on en a eu quand même énormément, même si la plupart du temps, c'est une grande communion. Mon plus beau souvenir, c'est 2013, quand on est resté 1 mois avec des Matsigenga. Il y avait José Casafranca, le vice-président d'Inkari, il y avait moi, et il y avait un porteur Benancio de Laco, mais qui nous accompagnait dans nos dernières expéditions, un super mec, qui nous a trahis aussi. Mais bon, à l'époque, voilà. Et tout le reste du groupe, c'était des Matsigenga, des Kukapakuris et des Ashaninka. Donc, ça a été une immersion dans leur monde pendant 1 mois. Ça a été mon plus beau souvenir, sûrement peut-être même l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Parce qu'on a réussi à essayer de comprendre leur vie, leurs problèmes, leur vision du monde. Et imagine-toi que ces Kukapakuris
qui vivait près de la montagne Carrée, sans savoir, parce qu'il n'était jamais allé, mais il faisait partie de non contactés, et les non contactés, ils vivent nus, tu vois, et ils se font souvent la guerre entre eux. Même, paraît qu'ils se bouffent entre eux. Et ils se faisaient tellement la guerre il y a 5-6 ans, il y a plusieurs familles qui sont allées se protéger, chercher refuge dans la communauté de Timpia. Et nous, quand on les a rencontrés, ils venaient d'arriver. Et alors, ils n'avaient même pas de nom, tu vois. C'est les habitants de Timpia qui leur ont donné des noms. Leur intel, il y en a un alors les habitants de Timpia, ils sont sur les rives du Rio Urubamba, donc ils sont quand même en connexion avec le monde moderne. Ils parlent espagnol et Matsiganga, mais ils ont donné, il y en a, je me souviens, il y a un jeune Kukapakuris qui a été baptisé Kevin, non, Mauricio, enfin un nom moderne, et le nom d'une fleur. Et c'était un peu incongru, si tu veux, de leur donner des noms alors qu'ils ne savaient même pas qu'existait le Pérou, ni qu'il y avait un président de la République, ils ne connaissaient même pas la monnaie, etc. Et ils les ont affublés parfois de prénoms assez modernes, ça paraissait un peu marrant, quoi. Et enfin bon, voilà, quoi. Et donc oui, on a eu des expériences mauvaises. Mais ces mauvaises expériences, finalement, on a vu avec le recul qu'elles avaient un sens. Elles nous ont conduits vers des lieux dont, personnellement, je n'aurais pas pensé aller. Et puis des bonnes expériences, comme en 2013. Et toutes ces découvertes que vous avez faites, donc toi et ton équipe, elles ont été reconnues ensuite par le Pérou, c'est-à-dire par le ministère de la Culture, tout ça, ça a été vraiment reconnu comme un travail de découverte pure, de zones complètement inexplorées. Toutes les campagnes qu'on a organisées depuis le début ont été faites dans un cadre légal, et donc les découvertes ont été reconnues. C'est-à-dire, nous, on embauche un archéologue professionnel qui est enregistré au registre national des archéologues et qui est le directeur officiel de la campagne. Il présente un projet de recherche que généralement moi je rédige avec les objectifs, etc. Alors il faut évidemment respecter certains critères scientifiques qui sont prévus dans le règlement général d'investigation. Ce projet fait l'objet d'études, de qualifications dans les différents services du ministère de la Culture. Le ministère nous donne le permis pour réaliser ces recherches en X semaines, X mois selon le projet. Et puis donc on réalise le projet avec l'archéologue et généralement on a avec nous un superviseur, un archéologue qui contrôle la bonne exécution du projet. Et à la fin de ces recherches, l'archéologue rédige un rapport de recherche et ce rapport est de nouveau soumis au ministère de la Culture qui l'approuve ou non, qui fait ou non des observations. Et c'est comme ça qu'on a toujours procédé, on a les permis de toutes nos campagnes et donc tous les sites, quand il y a des sites découverts, quand il y a du matériel archéologique ramené, parce qu'on a souvent ramené des céramiques, des toumis, des choses comme ça. Chaque objet fait l'objet d'une fiche technique et le matériel est remis officiellement au ministère de la Culture. Donc il me semble que c'est dans cette période aussi que tu avais sorti un bouquin qui parlait déjà de ces découvertes. Le premier livre que j'ai sorti en France, c'était en 2006, chez Hugo et compagnie, qui reprenait mes recherches entre 1998 et 2006. Ensuite, j'ai sorti en 2014, aux éditions du Trésor en France, mes recherches de 2006 à 2014. Et j'ai signé au Cherche Midi éditeur pour la découverte du site de Paititi. Et je dois dire que j'ai signé avec eux en 2000. C'est-à-dire ils sont quand même un petit peu patients. Et au Pérou, ici, j'écris un bouquin sur les pétroglyphes de Pucharo, qui est une étude la plus complète
qui soit, il n'y a pas plus complet, je ne connais pas, sur ce site archéologique extraordinaire dans le parc national du Manou. C'est une série de parois recouvertes de pétroglyphes, et alors très souvent liées à la recherche de Paititi, puisqu'on on les connaît depuis 1921, puisque c'est un père dominicain, Fray Vicente de Cenitagoya, qui les a découvert, qui a trouvé en tout cas la paroi principale en 1921. Il avait vu des signes plus ou moins chrétiens, qui faisaient allusion à des récits bibliques, et donc bon, c'était son interprétation à lui. Et certains explorateurs, chercheurs de la cité de Paititi ont toujours lié cette paroi à la présence de Paititi et à l'existence d'une civilisation disparue des milliers d'années avant les Incas, une civilisation amazonienne qui aurait quelque chose à voir avec les Atlantes. Moi j'ai commencé à m'y intéresser en 2001 et dès 2001, je me suis aperçu qu'il y avait des phénomènes lumineux sur la roche principale avec des pétroglyphes qui apparaissaient et qui disparaissaient à certaines heures précises. Et ça, on avait vu ça avec Herbert Cartagena et on avait été assez surpris. Herbert Cartagena avec Nicole, c'est un couple adorable de franco-péruviens qui ont cherché Paititi dans les années 70 et qui se sont intéressés à Pucharo, forcément, et qui, pour eux, avaient interprété la roche comme une carte géographique mémoire de cette région. Mais il leur manquait les clés pour les interpréter, mais ils avaient quand même cette idée qu'il pouvait s'agir de ça. Et donc en 2001, alors Herbert a accompagné mes rêves d'enfant parce que j'ai lu leurs livres. Ils ont écrit un bouquin en France en 1980, Paititi, dernier refuge des Incas. Moi j'avais 14 ans, j'avais les yeux pleins d'expéditions, de recherches, de cités perdues. Et c'était l'un de mes héros d'enfance, Herbert et Nicole. Et c'est devenu comme des parents ici, parce que je les ai rencontrés en 98 à Cusco, ils vivent ici. Et Herbert a participé à certaines de mes expéditions, les premières, et Nicole également, en 2009 par exemple. Alors Nicole et Herbert ont découvert Mameria, c'est un petit site, une cité agraire, en plein cœur de la forêt amazonienne. Et ça a été la première preuve archéologique, la première preuve scientifique de la présence permanente des Incas en forêt. C'était en 79. Et Nicole m'a accompagné à Mameria en hélicoptère en 2009. Donc 30 ans après la découverte, elle n'était pas retournée depuis. Et à l'époque, ils avaient rencontré des Matsiganga et c'était devenu leur famille de cœur. Ils n'avaient pas revu cette famille depuis 30 ans. Et Nicole m'a accompagné. Il y avait les caméras de TF1 à l'époque. Et elle m'avait dit, ah Thierry, merci, je peux mourir tranquille maintenant. C'était vraiment super émouvant. Et on le raconte également dans Inca Amazonia, dans le premier opus. Et voilà, et donc Pucharo, j'ai commencé à m'y intéresser en 2001, j'ai vu qu'il y avait plein de choses. Et j'ai toujours, alors c'est des choses qui sont inexplicables, mais ressenti de merveilleuses ondes positives dans ce site. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu l'impression d'être, entre guillemets, le bienvenu. Et j'ai fait plusieurs expéditions. En 2006, j'y suis allé avec mon ami Alain Bonnet. Et tout ça, donc, encore une fois, on le présente dans l'opus 1. Et on a réussi, petit à petit, j'ai fait comme 6-7 expéditions à Pucharo. Et d'une expédition à l'autre, on a réussi à interpréter certains signes et on a réussi à localiser des sites archéologiques par rapport au site de Pucharo. Par exemple, à Pucharo, on a réussi à découvrir 3 soleils. Il y a un soleil levant, un soleil au zénith et un soleil couchant. Ça te donne l'azimut dans une carte moderne. Et puis un jour, on s'est aperçu que face à Pucharo, j'en ai la chair de poule quand je t'en parle, on s'est aperçu qu'il y avait un énorme géoglyphe de plusieurs centaines de mètres dans la forêt, c'était une tête anthropomorphe. Eh bien, cette tête, elle était dessinée à Pucharo. Il y avait une montagne, il y a une silhouette de montagne, avec une croix, et cette même montagne. Et
et cette même montagne avec ce visage anthropomorphe. Et ce visage anthropomorphe, gravé à Pucharo, regarde le grand géoglyphe qui représente ce même visage, un peu comme un miroir. Et sur Pucharo, c'est un peu comme un point rouge dans une carte qui dit « vous êtes ici ». Donc dans une carte moderne, quand tu sais où est le nord, et quand tu sais où toi tu te positionnes, ben, tu peux interpréter la carte. Et tu peux voyager dans cette carte. Donc on a confirmé l'hypothèse de Nicole et Herbert qu'il s'agissait bien d'une carte géographique mémoire. Et on a pu localiser les pyramides de Paratoire, par exemple, qui sont sur cette carte. On a localisé Cusco. On a localisé Mameria. Et on a localisé un grand site qui reste encore à découvrir. Et plusieurs sites assez curieux qu'on n'est pas encore allé voir, mais je te dis, il y a une douzaine de sites archéologiques qu'on a pu localiser, des fleuves également, qu'on a pu localiser grâce à Pucharo. Et puis, alors, l'une de mes grandes découvertes personnelles, c'est qu'on a pu prouver que Pucharo n'avait pas été accompli par une civilisation amazonienne disparue des milliers d'années avant notre ère, mais que c'était les Incas qui les avaient découverts, qui les avaient réalisés. On a trouvé par exemple une chacana, c'est-à-dire une croix andine. La croix andine, c'est le symbole du Tawantinsuyu. Et à un moment donné, les artistes, c'est plus que des artistes, ceux qui ont gravé Pucharo avaient beaucoup de connaissances. Et donc ils ont gravé une croix, à un moment donné, on l'a découvert par hasard. Et donc c'est le symbole du Tawantinsuyu, l'empire des quatre régions. Et en plus, dans cette chacana, il y a une croix à l'intérieur de la croix, sur la branche de droite, qui justement représente l'Antisuyu, c'est-à-dire la partie amazonienne de l'Empire Inca. Et donc les auteurs de Pucharo, dans la chacana, ont mis une croix comme pour dire que Pucharo, c'est là, c'est dans l'Antisuyu. Et puis, on a localisé, on a découvert le profil parfait d'un empereur inca. Il ne manque rien. Il y a la Malscapecha, le Yotu, il y a son œil avec l'iris, il y a son nez, un nez busqué, il y a sa bouche, etc., ses pendants d'oreilles. Et quand tu regardes, quand tu superposes le profil de cet inca avec des profils de Guamampoma de Ayala, par exemple, tu te dis c'est la copie conforme, et donc c'est la signature définitive de la filiation culturelle inca de Pucharo. Et ce qui me rend très fier, c'est que en 2015, la Banque centrale de réserve du Pérou m'a contacté parce qu'ils voulaient utiliser les photos de mon livre Pucharo, la Memoria recobrada de los Incas, pour réaliser une pièce de un sol. Moi d'ailleurs, quand ils m'ont contacté, je pensais que qu'on faisait une farce, c'était des amis qui me faisaient une farce. Et ce qui me rend le plus orgueilleux aussi, c'est que sur la pièce de un sol, il y a marqué Petroglifos de Pucharo, siglo XV-XVI. C'est-à-dire qu'ils ont repris mon interprétation de Pucharo, que c'est bien une œuvre lithique inca et non pas une œuvre d'une civilisation disparue des milliers d'années avant nous. Donc c'est vraiment, pour moi cette pièce c'est une fierté personnelle parce que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'un morceau de la légende de la recherche de Paititi est inscrit dans une monnaie. Et ce qui est intéressant également, c'est que au sommet du soleil au zénith, au-dessus, il y a une double spirale inversée qui représente la Voie lactée. On s'est aperçu également, tu vois, quand on voit la chacana, qui symbolise l'Empire Inca, eh bien, il y a une comète à côté, à gauche, en haut, avec une queue panachée qui se dirige vers le Tawantinsuyu. Alors ça ressemble à une comète, mais d'autres personnes pourraient y voir autre chose. Comme, alors, c'est un peu évidemment l'Alien Project qui influe sur moi, mais d'autres pourraient très bien y voir le symbole dans ces deux pétroglyphes d'un objet volant qui est allé dans l'Empire Inca.
C'est en tout cas ce que l'on lit et ce que l'on montre dans l'opus 1 d'Inca Amazonia. Et puis il y a plein de choses. Pour moi, le Pucharo, c'est la pierre de Rosette des Incas. Parce qu'il y a plein de références à des signes idéographiques. Et donc à une ancienne écriture. Et pour moi, le trésor des trésors que l'on pourrait trouver à Paititi, c'est de trouver des traces de cette écriture. C'est une grande incongruité qu'il y a ici, chez les Incas. C'est d'avoir accouché d'une civilisation d'une extrême finesse que l'on pourrait même comparer aux Grecs, et de ne pas avoir eu d'écriture, de ne même pas avoir eu la roue. Ça pose même des problèmes quand on pense à certaines constructions, pas Tiahuanaco, mais Sacsayhuaman, etc. Comment ils ont fait? Ils n'avaient pas de roue, ils n'avaient pas d'animaux de trait. Et bref, et c'est aussi une grande incongruité parce que le quechua possède dans sa lexicographie le terme écriture, c'est le mot quelca. Quelca signifie écriture. Et puis il y a toute une lexicographie qui tourne autour de la notion de celui qui sait lire, celui qui sait écrire, notion de lecteur, de lettre. Et on n'a jamais retrouvé des traces de cette écriture. Et à quelques centaines de mètres de l'Institut Incarie, dans les hauteurs de Santiago, il y a encore des murs d'un ancien palais que l'on peut voir aujourd'hui encore, mais encore une fois, il ne reste plus qu'un seul mur d'un palais qu'on appelait le Puquit Concha, où les Incas, à l'époque de l'Empire, entreposaient les archives nationales. Et non seulement les quipus, les corps de l'étaneux, mais aussi des tablettes en bois, en peau d'animaux, et en or, des tablettes en or qui racontaient l'histoire de l'Empire Inca. Et tout ça a été caché avant l'arrivée des Espagnols. Les Espagnols arrivent au Pérou en 1532, et ils arrivent à Cusco en 1533. Et donc les Incas ont réussi à vider le contenu du Puquin Concha et à le cacher peut-être dans les sous-sols de Cusco, on ne sait pas, peut-être à Paititi. Mais pour moi, si on arrivait à trouver ces tablettes à Paititi, je pourrais mourir tranquille parce que l'histoire de la civilisation commence avec l'écriture. Et là, on aurait trouvé l'écriture, le chaînon manquant de la civilisation inca. Et cette écriture, d'ailleurs, est sûrement née des siècles ou des millénaires avant l'arrivée de la civilisation inca. Les Incas arrivent dans les Andes au XIIIe siècle et ils disparaissent au XVIe. Donc c'est insuffisant pour accoucher d'une écriture. Donc ça renvoie à une lignée de civilisation, mais c'est passionnant. Et puis pour moi, c'est encore une fois le cœur du trésor que l'on pourrait trouver à Paititi. Et Pucharo, donc, pour reprendre ta question initiale, c'est pour moi c'est l'un des sites les plus extraordinaires. Alors en 2013, la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2015. En 2013, on y allait avec un photographe français, Gabriel, que je salue. Et à 8 h du soir, on a eu vraiment une observation très, très curieuse, puisqu'il y a une sphère lumineuse à moins d'1 kilomètre qui est disparue, qui est apparue dans le ciel, qui était... on avait l'impression que c'était un objet en phase d'atterrissage. Il descendait en oblique, accélération, descendait en oblique, après il a disparu verticalement dans la forêt pendant 10-15 minutes. Il y avait de la lumière blanche dans la forêt. Et nous on est resté comme ça. Il y avait de la brouillasse, il faisait déjà nuit, et donc c'était pas un drone, c'était pas un ballon. Et aujourd'hui encore, on se demande ce que c'était. Mais donc Pucharo, c'est un site qui m'a toujours porté chance. Écoute Thierry, tout ça c'est très très passionnant, ça donne vraiment envie de découvrir donc Inca Amazonia 1, 2 et le 3 quand il sera accompli, que ce sera vraiment la finalité. Sur une musique de Michel Viklas, un artiste incroyable qui nous a brodé vraiment la musique d'Inca Amazonia et qui sera avec nous
avec Alien Project, puisque nous sommes actuellement en train de lancer également les trois premiers films de l'Alien Project. Mais ça, on en reparlera, ça sera pour 2020. Ok, bah donc on donne rendez-vous à tout le monde le 14 et 15 septembre à Dijon, au Salon Para Expérience 3, pour découvrir en quasi-exclusivité ces opus. Donc je te remercie beaucoup Thierry pour tout ça, et on se voit donc en France très rapidement de nouveau. Et voilà, on est hyper impatients de découvrir ces films et ces aventures extraordinaires. Écoute, c'est moi qui te remercie, et puis regarde, oui, hein. ça le fait, non. Donc on sera à Dijon avec Garonne TV, et donc je te dis à très bientôt, c'est dans 2 mois. À peine, bah oui, on est le 14 aujourd'hui. Voilà. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Cheka, Paikiki shooting, Manan Dorado. Depuis la chute de l'Empire Inca, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, explorent l'Amérique du Sud en tous sens pour découvrir la cité secrète des Fils du Soleil. Cette ville aurait servi de refuge aux Incas pour échapper aux conquistadors. C'est là qu'aurait été caché en urgence le trésor des Incas. Quel secret recèle encore cet Eldorado? On est d'accord? Ouais. Donc on attaque par cela. On perd la tête. C'est incroyable.